Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée au groupe fini, en fait à l'étude de quelques groupes finis, notamment le groupe symétrique, le groupe alterné et le groupe diédral, sachant qu'une leçon a déjà été faite et quasiment complète sur les groupes cycliques, les groupes finis. Donc je ne reviens pas là-dessus sur les définitions et les propriétés des groupes et notamment des groupes cycliques. Je vais quand même rajouter une définition et une propriété que j'ai oublié de mettre dans ce fameux chapitre. La définition, c'est le centre d'un groupe G, c'est l'ensemble ZG des X appartenant à G qui commute avec tous les éléments de G. Eh bien, c'est un sous-groupe de G. Démonstration, E, l'élément de G, appartient bien à Z de G parce que E de Y égale YE égale Y. D'accord ? Quel que soit Y appartenant à G. Et si x, x' sont dans Z de G, et si Y appartient à G, xx'.y est égal à, alors je prends la notation multiplicative pour le groupe, est égal à x.x'.y, et ça me fait donc x, et là, alors ça c'est l'associativité, là j'utilise le fait que x' appartient à Z, donc je commute, re-associativité, et là j'utilise le fait que x appartient à Z, donc je commune, et re-associativité, et donc ça fait y.xx', et ça va faire finalement que xx'.y est toujours égal à y.xx', ce qui veut dire que xx' appartient à Z de G. Enfin, si x et y appartiennent à G, eh bien x.y-1 est égal à y-1 de x, puisque x appartient à Z de G. Donc il commute avec tous les éléments, donc notamment avec y-1, l'inverse de y. Et donc si je passe aux inverses, ça fait l'inverse de ça qui va être égal à l'inverse de ça. Mais l'inverse de ça, c'est y.x-1, et celui-là, son inverse, c'est x-1.y. Donc j'obtiens ça, quel que soit y, ce qui veut bien dire que x-1 appartient à ZG. Voilà, donc on a bien un sous-groupe de G. Il est égal à G si et seulement si G est commutatif. Là, il n'y a rien à dire, c'est évident. Propriété G sur Z de G est cyclique si et seulement si G est commutatif. Alors, il y a un sens où c'est évident. Le plus compliqué, c'est ce sens-là. Donc, on suppose G sur Z de G cyclique, engendré par A. Tout X appartenant à G appartient à un élément classe de AN, de Z sur ZG, ou classe de A à la puissance n, c'est pareil. Et donc il existe x' appartenant à ZG tel que x égale x'.A puissance n. Donc de même si y appartient à G, eh bien il existe P appartenant à n tel que y appartenant à ZG tel que y égale y'.AP. Donc x.y va être égal à x'.a puissance n multiplié par y'.a puissance p, ce qui fait ça, parce que là ça commute parce que y' appartient à ZG, puis associativité, et donc j'obtiens ça, d'accord? Mais comme y' appartient à ZG, ça aussi ça commute. Donc x.y va être égal à x', y'.a puissance n plus p, ce qui fait x'.y'.a puissance n plus p. Mais comme x' appartient à z, g, et puis même y', j'ai le droit de commuter, et donc ça fait ça, et finalement ça fait ça grâce à l'associativité. Et là, je vais donc dire que c'est égal à y', mais là je commute encore, puisque x' appartient à zg, et puis ensuite je sépare mon a puissance n plus p, et donc j'obtiens ici, je peux encore commuter parce que x' appartient à zg, et finalement ce truc là c'est x, donc j'obtiens ça, par associativité ça fait ça, et ça c'est y. J'ai donc x.y qui est égal à y.x, quel que soit x, y appartenant à g. Donc G est commutatif, réciproquement si G est commutatif, j'ai vu que ZG est égal à G, donc G sur ZG va être réduit à un élément, la classe de l'unité qui est donc cyclique. Et c'est terminé. Groupe d'ordre 1, là c'est facile,
il est réduit à l'élément neutre, ils sont tous isomorphes entre eux. Groupe d'ordre 2, 2 est premier, donc un tel groupe va être isomorphe à Z sur 2Z+, donc ils sont tous isomorphes entre eux à ce groupe-là. On peut le retrouver à la main en disant que G est égal, si G est égal à EA, A est différent de E. L'inverse de A n'est pas E, car AE égale A est différent de E. Donc c'est A. Donc A carré est égal à E. Et G va être le groupe engendré par A. Et donc il est isomorphe à Z sur 2Z+, en mettant que E a pour image la classe de 0 et A a pour image la classe de 1. Groupe d'ordre 3, 3 est premier, donc là aussi le groupe va être isomorphe à Z sur 3Z+, donc tous les groupes d'ordre 3 sont isomorphes entre eux, puisqu'ils sont isomorphes à celui-là. Là aussi on peut le faire à la main, en disant que G est égal à E à B. AB est égal à A implique que B est égal à E, donc c'est faux. Donc AB égale B, c'est pareil, ça implique A égale E, c'est faux. Donc AB est égal à E. Donc B est égal à A-1. Alors, et du coup, B est égal à A-1. A carré va être égal à E, A ou B. A carré égale E, ça veut dire que A serait égal à A-1, donc AB, c'est faux. A carré est égal à A, ça impliquerait, en multipliant par A-1, que A serait égal à E, c'est faux. Donc A carré est égal à B. AB est égal à E. Alors ça, AB égale à E, c'est parce qu'on l'a déjà démontré. Donc, quand je remplace, puisque A carré est égal à B, ça fait A cube est égal à E. Donc finalement, on a G qui est égal à E, A, et puis B qui est égal à A carré, avec A au cube qui est égal à E. Bon, bah c'est YEG, hein. G, c'est donc le groupe engendré par A. Il est isomorphe à Z sur 3Z+, en mettant que E a pour image 0, A a pour image 1, et A carré a pour image 2. Les groupes d'ordre 4, 4 n'est pas premier. Il y a des groupes d'ordre 4 isomorphes au groupe Z sur 4Z+. Il suffit de prendre Z sur 4Z+. Mais il y en a qui ne le sont pas, comme le groupe de Klein, Z sur 2Z+, 3Z sur 2Z+. On va voir ça. G égale EABC, 4 éléments 2 à 2 distincts. AB égale A, ça impliquerait que B égale E, ce qui est faux. De même, AB n'est pas égal à B. AB est égal à A carré, ça impliquerait que B, ça implique que B est égal à A, ce qui est faux. Donc, AB n'est pas égal à B, n'est pas égal n'est pas égal à A, et donc il va être égal à C ou à E. De même, BA va être égal à C ou à E, AC à B ou à E, BC aussi à A ou à E. Quand AB égale E. Donc on a B qui est égal à A-1. Et du coup, BA va être égal à E. AC est différent de E, sinon on aurait C qui serait égal à A-1, c'est-à-dire à B. Donc AC est égal à B, puisque AC il est égal à B ou à E. Donc C va être égal à A-1B, c'est-à-dire à B carré, puisque A-1 c'est B. BC est différent de E, sinon on aurait C égale B-1 égale A. Donc BC est égal à A, puisqu'il n'est pas égal à E. BC est égal à A. Donc, ça veut dire que A égale B multiplié par C, c'est-à-dire B carré, égale B au cube. Donc, on se retrouve avec G qui est égal à E, B, C qui est égal à B carré, et A qui est égal à B au cube, avec B puissance 4 qui est égal à B cube B, c'est-à-dire A, B, c'est-à-dire E. Donc, G est le groupe cyclique d'ordre 4 engendré par B, donc commutatif, isomorphe à Z sur 4Z+, en disant que l'image de E c'est 0, l'image de B c'est 1, l'image de B carré c'est B carré c'est-à-dire C, hein, c'est 2, et l'image de A, c'est-à-dire B au cube, c'est 3. Donc il nous reste maintenant à voir le cas AB égale C.
Et là, on va voir que le groupe est isomorphe à Z sur 2Z, au groupe de Klein, Z sur 2Z croix Z sur 2Z. On passe maintenant au cas AB égale C. Rappelons que BA égale C ou E, C égale B ou E, BC égale A ou E. BA est différent de E, sinon on aurait B qui serait l'inverse de A. Et alors C qui serait égal à A fois A-1, c'est-à-dire égal E, ce qui est impossible. Donc BA est égal à C. Et donc, on voit, et comme C est égal à B, on a BA égal à B. Donc en fait, C, je peux le remplacer par AB et BA. Et donc le groupe G, il est composé de E, A, B, AB égale BA. Donc il va être commutatif. C'est un groupe d'ordre 4, donc A est d'ordre indiviseur de 4, 1, 2 ou 4, et comme A est différent de E, A est d'ordre 2 ou 4. Le cas où A est d'ordre 2, A carré est égal à E. Si B carré est égal à E, parce que B, lui, pareil, il est d'ordre 2 ou 4. Si B carré est égal à E, alors AB carré, qui de toute façon est égal, ça c'est C, hein, et c'est aussi égal à BA. Donc ça fait AB fois BA, donc AB carré A, ça va être AEA, ça va être A carré égale E. Et bien après, il est facile de compléter ici la table de multiplication, donc cette ligne et cette ligne, c'était évident. BA égale AB égale BA, hein. B carré est égal à E, B fois AB c'est B fois BA, c'est B carré A, c'est A, et puis voilà, tout est comme ça. AB fois A, ça fait A carré B, ça fait B, et on a tout ça. Donc on voit quoi ici? On voit que G en fait est isomorphe au groupe de Klein, Z sur 2Z plus, croix Z sur 2Z plus. Il suffit de dire que E est envoyé en 0, 0, A en 1, 0, B en 0, 1, et puis C en 1, 1. Et à ce moment-là, ça vérifie exactement ça. Si B carré est différent de E, alors B carré est différent de B, sinon on aurait B égale E, ce qui est faux. B carré est différent de C, parce que C est égal à AB, donc on aurait B égale A. Et donc, comme B carré n'est pas égal à E, n'est pas égal à B, n'est pas égal à C, donc il est égal à A. Et donc C qui est égal à AB va être égal à B au cube. Donc C c'est B au cube, A c'est B au carré. Alors comment je sais ça que A était égal au B au carré? Bah oui, c'était ici. Et donc j'ai ça. Et B puissance 4, de toute façon tous les éléments sont d'ordre 4. Hein, donc, enfin, je veux dire, comme le groupe est d'ordre 4, B4 est forcément égal à E. Mais on le voit bien ici, B4 égal à 2 est égal à E. Donc G, je vois qu'il est en fait engendré par B, et donc isomorphe à Z sur 4Z+, en prenant, ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, là, je n'ai même pas besoin de le dire, hein, d'ailleurs, hein, c'est connu ça. Puisque G est un groupe d'ordre 4 engendré par B, il est isomorphe à Z sur 4Z. Voilà. En fait, E est envoyé en 0, B est envoyé en 1, B carré en 2 et B au cube en 3. Petit 2, A carré est différent de E. Alors A carré est différent de A, sinon on aurait A égale E. A carré est différent de C égale à B, sinon on aurait A égale B. Donc en fait on a A carré qui est égal à B. Bon, A carré est égal à B, mais alors C qui est égal à AB va être égal à A au cube, et G du coup va être égal à E, A. Alors C, A au cube, et puis B est égal à A carré, avec A4 qui est égal à B carré qui est égal à E. Non, avec A4 qui est égal à E tout simplement parce que G est d'ordre 4. Donc en fait, G est engendré par A et donc va être isomorphe à Z sur 4Z+, pour les mêmes raisons que précédemment. Voilà, et on a vu tous les cas, il n'y en a pas d'autres. Donc conclusion, soit G, alors G est toujours commutatif, soit il est isomorphe à ce groupe-là, soit il est isomorphe au groupe de Klein. Et en fait, ces deux groupes-là, ils ne sont pas isomorphes. Hein. J'appelle K le groupe de Klein. Lui, les éléments sont tous d'ordre 2.
D'accord? Donc en fait, ils ne peuvent pas engendrer le groupe. Donc aucun élément n'engendre K qui n'est donc pas cyclique, alors que Z sur 4Z est cyclique. Si ils étaient isomorphes, tout groupe isomorphe à un groupe cyclique est cyclique. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas cycliques. Alors les groupes d'ordre 5, c'est facile parce que 5 est premier, donc ils sont tous isomorphes. Z sur 5Z, donc ils sont tous commutatifs, isomorphes entre eux. On voit que les groupes d'ordre 1, 2, 3, 4, 5 sont commutatifs à partir de l'ordre 6, quand l'ordre n'est pas premier, par exemple 8, 9, 10, etc. La commutativité n'est pas assurée, par exemple pour S3, groupe des permutations de 1, 2, 3, qui est d'ordre factoriel 3 égale 6, pas premier. Si je fais la transposition 1, 3, rond, la transposition 2, 3, 1 est envoyé en 1 puis en 3, 2 est envoyé en 3 puis en 1, 3 est envoyé en 2, et puis si je fais 2, 3, rond 1, 3, ben j'obtiens ça. Donc c'est pas commutatif, c'est pas la même chose que ça. Rappel, le groupe symétrique Sn de 2, on dit aussi le groupe symétrique de degré n, n un entier naturel supérieur ou égal à 1, est le groupe pour la composition des permutations de 1, 2 jusqu'à n. Son cardinal est égal à factoriel n, ordre de Sn. Eh bien, AN, n supérieur ou égal à 1, c'est l'ensemble des permutations positives. Donc, la signature est égale à 1. Alors, j'ai étudié tout ça dans le chapitre dénombrement, permutation, groupe symétrique. Je ne reviens pas là-dessus. AN rond est un sous-groupe du groupe SN rond. Donc, on l'appelle le groupe alterné de degré n. Alors, si n supérieur ou égal à 2, il est d'ordre factoriel n sur 2, donc de cardinal factoriel n sur 2. Et si n est égal à 1, ben, c'est pas très intéressant parce qu'à ce moment-là, il n'y a qu'une permutation de degré 1, hein, c'est l'identité qui à 1 fait correspondre à 1 puisqu'il n'y a qu'un élément. Hein. Et donc A1 est égal à grand A1 est égal à S1. Donc voilà, c'est sans intérêt. Voilà. Et à ce moment-là, l'ordre c'est 1 évidemment. Donc ça, pour démontrer ça, soit on peut le faire manuellement, j'ai fait ça dans le fameux chapitre, hein, soit on peut utiliser tout l'arsenal algébrique des théories sur les sous-groupes distingués. C'est ce que je fais là pour aller plus vite. On a le morphisme surjectif qui est donc la signature epsilon, qui a sigma, la permutation sigma associe sa signature, qui est dans le groupe multiplicatif moins 1 multiplié. Et AN, c'est quart de sigma, hein, donc l'ensemble des permutations de signature égale à 1, epsilon moins 1 de 1. Donc c'est un sous-groupe distingué de SN11 qui permet de faire tout ce diagramme ici, qui est basé sur une relation, celle-là, qui est une relation d'équivalence, qui équivaut à dire que sigma rond gamma moins 1 appartient à n, qui équivaut à dire qu'il existe alpha appartenant à n, tel que sigma égale alpha rond gamma, d'accord, et ce qui équivaut à dire qu'il existe bêta, tel que sigma est égal à gamma rond bêta, puisqu'on prend bêta égale gamma moins 1 rond alpha rond gamma, qui appartient bien à n, parce que justement AN est un sous-groupe distingué, puisque la signature de ce truc-là, ça va être la signature de alpha. Signature de bêta va être égale à la signature de alpha. Hein. Donc, donc ça équivaut à dire ça. D'accord. C'est-à-dire qu'on a un SN, il faut bien voir qu'il n'est pas forcément commutatif. D'accord. Voilà. Donc, je peux pas, il n'y a pas la commutativité d'assurer. C'est-à-dire, dire ça, ça équivaut pas directement à dire ça. Il faut le prouver encore. Donc ça, c'est une relation d'équivalence dont les classes de AN sont sigma rond AN égale AN rond sigma, où sigma est une transposition. Parce que là, dans ce groupe quotient, il va y avoir que deux classes. Il va y avoir que deux classes, pourquoi? Parce que ça, c'est surjectif. La signature est surjective, et donc là, j'ai la projection canonique, hein, à la classe de sigma, j'associe sa classe, hein, et là, à la classe de sigma, par phi, j'associe la signature, d'accord, la signature de sigma qui est indépendante de l'élément choisi dans la classe. Hein.
Et j'ai un isomorphisme qui va me permettre de dire que alors cet isomorphe, alors ça c'est un groupe hein, pour la composition comme ça, hein, et l'isomorphisme permet de dire directement que c'est un groupe d'ordre 2. Et donc en appliquant la formule cardinal de Sn égale cardinal de Sn sur An multiplié par cardinal de An, ça c'est factoriel n, ça c'est 2, et donc cardinal de An va être égal à factoriel n sur 2. Donc j'ai bien un sous-groupe, le groupe alterné AN, c'est un sous-groupe de Sn, c'est même un sous-groupe distingué de Sn, qui est d'ordre factoriel n sur 2. On commence par le cas le plus facile, n égale 1, A1 égale S1 réduit à l'identité. Le cas n égale 2 est facile aussi, on a que l'identité et une translation, donc c'est cyclique d'ordre 2. Et ici, je ne l'ai pas mis, mais c'est évident, comme celle-là est négative, on a A2 qui est réduit à l'identité. Voilà. K n égale 3, l'ordre est égal à 6, il n'est pas commutatif, on l'a déjà vu ça. Les éléments de S3 sont d'ordre 1, bon, c'est l'identité, 2, des transpositions, il y en a 3, ou 3, des cycles. D'accord ? Des cycles, bah, il y en a 2 en fait. Alors, du coup, on les a tous, puisque 3 et 1, 4, et puis les 2 cycles, ça y est, on a S3. Donc on va avoir un sous-groupe d'ordre 1, c'est l'identité, 3 sous-groupes d'ordre 2, enfin, cela, isomorphe à Z sur 2Z+, et un sous-groupe d'ordre 3, là c'est celui qui est engendré par 1, 2, 3, mais c'est le même que 1, 3, 2, et il est formé de ces deux-là. Isomorphe à Z sur 3Z+, d'accord? Et un sous-groupe d'ordre 6, bien sûr, S3. Alors, remarque, S3 n'est pas isomorphe à Z sur 6Z+, parce que S3 n'est pas cyclique, en fait. Celui-là, il est cyclique. Et il n'est pas isomorphe non plus à ça, parce que ces deux-là sont isomorphes. Parce que 2 et 3 sont premiers entre eux. A3, lui, ce sont les permutations positives, donc il va y avoir ça. Donc cyclique d'ordre 3, c'est ce groupe-là, c'est le groupe engendré par 1, 2, 3. Et donc isomorphe à Z sur 3Z+. Et ce groupe de A3, ça sera donc l'identité, enfin je vais noter 1, mais c'est l'identité, et puis A3. Voilà. Alors, pour n égale 4, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'ordre de 4, c'est factoriel 4 égale 24, qui a pour diviseur 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Alors, tout ça, c'est des ordres potentiels pour des éléments et puis des sous-groupes de S4. S4 n'est pas commutatif pour la même raison que tout à l'heure. Identité est le sous-groupe d'ordre 1, S4 le sous-groupe d'ordre 24. Bon, alors on va raisonner sur les orbites des éléments de S4. Soit il y a 4 orbites d'ordre 1, c'est l'identité. 3 d'ordre 1, le quatrième est d'ordre 1, donc c'est l'identité encore. 2 d'ordre 1 et 1 d'ordre 2, ça c'est une transposition. Alors il y a 6 transpositions. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, et qui engendrent 6 groupes cycliques d'ordre 2, isomorphes à Z sur 2Z+. 2 orbites d'ordre 2, ça veut dire qu'on échange 2 éléments et 2 autres. Donc ça va donner, soit on échange un 2 et automatiquement 3, 4, un 3, ou bien un 4. Je les note comme ça. Ça fait 3 éléments d'ordre 2 qui engendrent, c'est facile de voir que c'est comme pour les transpositions, celle-là composée avec elle-même, ça fait l'identité. Donc qui engendre 3 sous-groupes cycliques d'ordre 2, isomorphes donc à Z sur 2Z+. Une orbite d'ordre 3, c'est les cycles d'ordre 3, il y a ceux qui laissent 1 tranquille, là c'est 2 invariants, 3 invariants, 4 invariants, d'accord? Donc ça c'est celui engendré par 2, 3, 4, 2, 4, 3 en fait partie, donc c'est le même, ça c'est le même sous-groupe, ça aussi, et ça aussi. Ça fait 4 sous-groupes cycliques d'ordre 3, d'accord? Donc isomorphe à Z sur 3Z+. Alors là c'était les transpositions, j'ai mis type T, là c'est type B, alors ça c'était le type A, et puis ça c'est le type B. Bon. En fait j'aurais pu préciser, mais enfin c'est pas grave.
Une orbite d'ordre 4 maintenant, une orbite d'ordre 4, ça veut dire c'est des cycles d'ordre 4, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 2. D'accord? Donc ça en fait 6 de type C. Alors en fait, il va engendrer 3 sous-groupes cycliques d'ordre 4, parce que 1, 2, 3, 4, il est pareil qu'un 4, 3, 2. Bon, je vous laisse regarder les puissances de 1, 2, 3, 4. Donc il est égal à ça. Et ça c'est quand on compose celui-là deux fois, on trouve 1, 1, 3. Un A, 1, 3, c'est une des matrices qu'on avait avant. Et puis il y a celui-là qui est égal à celui-là, et là on trouvera 1, 4 dedans. Et puis il y a l'autre qui est égal à celui-là, et là-dedans on trouve A, 1, 2. Donc si on résume, pour le moment on a trouvé l'identité, le groupe en entier S4, 6 groupes d'ordre 2, plus 3 groupes d'ordre 2. Ça c'était les translations, ça c'était les matrices de type A. Ça c'est les matrices de type B, les cycles d'ordre 3, les matrices de type C, les cycles d'ordre 4. On a trouvé 18 sous-groupes de S4, dont 16 cycliques d'ordre 2, 3 ou 4. Mais on ne les a pas tous trouvés. Maintenant, on va composer ces différentes matrices. Les groupes d'ordre 2, 4, 8 de S4 ont des éléments d'ordre 2, 4 et 8. Alors on étudie, on les a vus déjà ces éléments-là, on va les composer entre eux. Si on fait des compositions, regarde les sous-groupes engendrés par TT', tous les deux d'ordre 2, et avec des orbites disjointes, on voit qu'on obtient ça, qui est d'ordre 4, isomorphe au groupe de Klein, et qu'on a de même, et qu'on n'a pas plus. C'est-à-dire qu'on a 3 sous-groupes d'ordre 4 en plus des 3 qu'on avait avant, donc on a la 6. Et si maintenant TT' ont des orbites distinctes mais non disjointes, comme ça, eh bien le calcul montre qu'on a ça, qui est d'ordre 6. Et là, à ce moment-là, on a ces autres-là, parce que si on essaye de former autrement les translations, on voit qu'on retombe sur les mêmes. Donc on a 4 sous-groupes d'ordre 6. On n'en avait pas avant. Les AA', c'est-à-dire les trucs comme ça, d'accord? Donc on obtient là quelque chose d'ordre 4, et il n'y en a pas d'autres. Je vous laisse réfléchir pourquoi il n'y en a pas d'autres, parce que, en fait, quand on met A12, A13, on a aussi un 1, 4. Les sous-groupes engendrés par une permutation T et une permutation A, donc des choses comme ça. Donc ça, on l'a déjà vu. Ou bien à part ça, et là, on obtient un sous-groupe d'ordre 8. D'accord? Donc, on a aussi ça qui est d'ordre 8, ça qui va être d'ordre 4, mais déjà vu, ça d'ordre 4 déjà vu, et ça d'ordre 8. Donc, on a 3 sous-groupes d'ordre 8. On n'en avait pas avant. Puis on essaye les TC. Alors là, on obtient carrément S4. Et les autres aussi, on obtient du déjà vu. Et S4. Les sous-groupes engendrés par AC, genre comme ça. Alors là, on obtient quelque chose qui a déjà été vu aussi. D'accord? Et puis les autres, c'est exactement pareil. Pour les groupes d'ordre 6, eh bien, et 12, il faut mettre aussi des éléments d'ordre 3. Donc on va essayer des choses comme ça, et ça, ça a déjà été vu, d'ordre 6, mais déjà vu, idem pour les autres. Et puis on va essayer des choses comme ça. Alors là, on tombe sur quelque chose qu'on n'avait pas vu avant, d'accord? Et qui est d'ordre 12, et en fait composé uniquement de permutations positives. Et en fait, ça va être à 4 parce que, on est arrivé au bout du bout des compositions de 2 à 2 et on ne peut pas faire mieux, en fait. De 2, je veux dire, de 2 permutations différentes, quoi, d'un genre différent. Et donc, on obtient ça. Donc, si je fais le bilan avec les sous-groupes que j'avais obtenus avant, j'ai l'identité, j'ai 9 groupes d'ordre 2, je les avais eus déjà avant, j'ai 4 groupes d'ordre 3, 7 d'ordre 4. Alors d'ordre 4, c'est parce que j'en ai trouvé d'autres. Ici, j'en avais déjà avant. 4 d'ordre 6, 3 d'ordre 8, 1 d'ordre 12. Donc ça, j'ai bien dit que c'était A4. Et puis S4 lui-même.
Au total, 30 sous-groupes de S4. Bon, je reconnais que c'est un peu tortueux, qu'il y a certainement mieux à faire, notamment avec les groupes de silos. Mais voilà, j'ai fait ça manuellement, c'est pas terrible, mais on les a, les 30 sous-groupes de S4. Étude des sous-groupes de A4 maintenant. Donc A4, c'est cet ensemble. Il a une structure de sous-groupe de S4. Je note, j'avais oublié ça dans la liste tout à l'heure, celui-là. Il peut avoir des sous-groupes d'ordre 2, 3, 4 et 6, parce que les diviseurs de 12, autres que 1 et 12, sont 2, 3, 4 et 6. A4 n'est pas commutatif. Non, j'ai pris cet exemple. Les sous-groupes de A4 sont des sous-groupes de S4. Les trois sous-groupes d'ordre 2 de S4, parmi les sous-groupes d'ordre 2 de S4, il y en a qui ne sont pas dans A4. Et en fait, il n'y en a que 3 qui le sont, donc c'est ces 3. Les 4 sous-groupes de S4 d'ordre 3, eux, ils sont tous dans A4. Sur les 7 sous-groupes de S4 d'ordre 4, il suffit de regarder les listes que j'ai données tout à l'heure. Eh bien, on en a un seul qui est dans A4, c'est celui-là. Et les sous-groupes d'ordre 6 de S4 ne sont pas dans A4, ce qui fait que S4 n'a pas, A4 n'a pas de sous-groupe d'ordre 6. Donc, la conclusion, c'est que le groupe alterné de degré 4 a un sous-groupe qui contient l'identité, 3 sous-groupes d'ordre 2, 4 d'ordre 3, 1 d'ordre 4, aucun d'ordre 6 et lui-même, c'est-à-dire 1 d'ordre 12. Donc au total, ça fait 10 sous-groupes. Voilà. Alors on étudie maintenant le groupe diédral, Dn, pour n appartenant à n supérieur ou égal à 2. C'est l'ensemble des isométries du plan qui conserve un polynôme régulier A0 à 1 jusqu'à n-1 à n côtés inscriptifs dans un cercle. Alors j'appelle E l'ensemble de ces points qui sont sur le cercle de centre O, et évidemment j'assimile le point au plan complexe, et donc les AK, on pourra fixer k égale l'exponentielle 2i capi sur n avec k compris entre 0 et n-1. Voilà. RK, la rotation R de centre O et d'angle de capi sur n. D'accord. Et c'est R1 à la puissance k. Il est évident que l'identité appartient à Dn, et que si Fg appartient à Dn, G rond F appartient à Dn et F-1 aussi, parce que G rond F et F-1 sont des isométries, G rond F de E égale G de E égale E, F de E est égal à E, implique qu'F-1 de E égale E. Dn rond est un groupe, sous-groupe du groupe des isométries, le groupe des isométries du plan. On note gamma n, le groupe pour la composition toujours des rotations RK, lui aussi, ce groupe évident de Dn rond, parce que l'identité est une rotation, que si RK et RJ sont des rotations, RK rond RJ égale RK plus J, et même égal à RJ rond RK, c'est commutatif, est une rotation de RI appartenant à gamma n, avec I égale K plus J si K plus J inférieur à 1, et K plus J moins n autrement. Et RK-1, c'est Rn-K, parce que quand on compose, ça fait bien Rn, c'est-à-dire R0 égale identité. Le groupe gamma n rond est évidemment commutatif, je l'ai dit, parce que ce sont des rotations qui ont de même centre. Si RK appartient à gamma n, RK réalise une bijection de E sur E, car RK de AI est égal à RK rond RI de A0, c'est-à-dire RK plus I de A0 égale AK plus I, si K plus I est inférieur à N, et AK plus I moins N, sinon. Donc RK de E est inclus dans E, et comme E est fini et que les RK sont injectifs, sont des isométries, eh bien, la restriction à E est une bijection de E. Soit sigma x, la symétrie orthogonale par rapport à la droite OX, c'est-à-dire la droite OA0. Le point AK d'affixe exponentielle de i capi sur n va être transformé par sigma x dans point M d'affixe exponentielle de moins 2i capi sur n, c'est-à-dire le conjugué.
donc à n moins k. Donc sigma x de n moins k, inversement, va être égal à k. Et on en déduit que sigma x est une isométrie qui conserve sigma x appartient à dn. RK rond sigma x est égal à sigma delta k, où delta k est la droite passant par O, faisant avec OX l'angle capi sur N. Bon, ça, c'est le cours de géométrie. Hein, on fait d'abord sigma x, donc, et ensuite on fait la rotation, et bien ça revient à faire cette symétrie. Je ne reviens pas là-dessus. Et sigma k rond RK, bah, du coup je peux l'écrire sigma k rond sigma delta k rond sigma x, parce que RK va être égal, là, si je multiplie à droite par sigma x, RK va être égal à sigma delta k rond sigma x. Donc ça va me faire sigma x rond sigma delta k rond sigma x. Et ça, quand je fais sigma x et sigma delta k, le composé, c'est la rotation. Alors je fais d'abord sigma delta k, pardon. Et ensuite sigma x, donc je vais dans l'autre sens. Donc c'est moins 2 capi sur n, rond sigma x. Donc sigma x rond RK, c'est la rotation de centre O, et donc bah, ça c'est pareil que 2n-k pi sur n, c'est-à-dire rond sigma x, donc c'est Rn-k rond sigma x. Donc ça c'est pour dire que les sigma x rond RK sont en fait des Rn-k rond sigma x, c'est-à-dire une symétrie axiale orthogonale par rapport à la droite delta n-k. D'accord ? Voilà. Delta n-k, c'est la droite qui est ici. Si n est supérieur ou égal à 3, dn rond n'est pas un groupe commutatif parce que sigma x rond R1, ben, il envoie A0 d'abord par R1 en A1, puis par sigma x en A-1, c'est-à-dire AN-1, alors que R1 rond sigma x, il envoie d'abord A0 en A0, puis en A1, qui est différent de AN-1. Je vous laisse lire ça parce que ces deux angles-là sont différents, parce qu'on n'a pas ça, parce que n est supérieur ou égal à 3. Si n est supérieur ou égal à 3, dn c'est exactement l'ensemble des rotations RK et des symétries orthogonales RK rond sigma k pour k allant entre 0 et n-1. Donc il y a exactement 2n éléments dedans. Démonstration, la somme des vecteurs OMK, alors OMK ou OAK, je crois que j'ai appelé OAK en fait, a pour fixe somme de 0 à n-1 des exponentielles de i capi sur n, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire 0, donc O est l'isobarycentre de E, ce qui était évident du reste. Donc si F appartient à dn, alors il doit conserver cette isobarycentre. Et si AK est égal à... Oui, il doit conserver l'isobarycentre parce qu'il conserve E, c'est-à-dire il conserve l'ensemble des AK. Donc il doit conserver l'ensemble des barycentres des F de AK qui sont l'ensemble des F des AK, donc il doit conserver E. Donc si AK est égal à F de A0, alors F, je rappelle, hein, F appartient à dn. Alors F est une isométrie qui transforme O en O, A0 en AK, donc c'est soit la rotation RK ou la symétrie par rapport à delta K. Donc F est égal à RK ou à RK rond sigma x, d'où le résultat. Voilà. Et donc si n est supérieur ou égal à 3, dn est un groupe d'ordre 2n engendré par les RK et sigma x, c'est-à-dire qu'on a ça. Démonstration, les RK on sait sont disjoints 2 à 2, les RK rond sigma x aussi, parce que si on avait ça, alors en composant à droite par sigma x, on aurait Rj égale RK, donc K égale J. Et les rotations RK ne peuvent pas être des symétries Rj rond sigma x. Donc en fait, on a exactement 2n éléments distincts. Donc le cardinal de dn est égal à 2n. On a bien un groupe d'ordre 2n. N rotation RK, n symétrie RK rond sigma x. Enfin, il est évident qu'on a ça, cette inclusion. Mais les éléments de dn sont des RK égale R1 puissance K, hein, puisque RK c'est R1 puissance K, et des RK rond sigma x, c'est-à-dire des R1K puissance K rond sigma x.
Donc en fait, tout ça, tous les éléments de Dn s'expriment avec des puissances de R1 et avec sigma x. La puissance de sigma x, de toute façon, c'est E, hein, sigma x au carré, il est d'ordre 2. Hein. Donc Dn est bien inclus là-dedans, et donc comme on a les deux inclusions, Dn est le groupe engendré par R1 et sigma x. Remarque, si n supérieur ou égal à 3, les RK en sigma x, qui sont des symétries orthogonales, sont des éléments d'ordre 2 dans Dn. R1 est d'ordre n, ainsi que les RK égale R1 à la puissance k, du moment que k compris entre 1 et n-1 soit premier avec n. D'accord? C'est la condition. Théorème, si G est un groupe engendré par deux éléments AB, qui vérifie A est d'ordre n, supérieur ou égal à 3, B d'ordre 2 et AB d'ordre 2, alors G est isomorphe à Dn et d'ordre 2n. C'est bien le cas de Dn. Hein. Dn vérifie ça, puisque pour n égale supérieur ou égal à 3, si je prends A égale R1 et B égale sigma x, j'ai bien R1 d'ordre n, sigma x d'ordre 2, et puis R1 sigma x d'ordre 2 aussi. Alors la démonstration, A est d'ordre n, donc là j'ai n éléments de Z2 distincts, et donc les AKB vont être aussi de Z2 distincts, parce que si je suppose AKB égale AJB, en multipliant par B à droite et en utilisant le fait que B carré est égal à E, j'obtiens AK égale AJ, et donc pour JK compris entre 0 et n-1, j'obtiens K égale J. Supposons maintenant qu'un AJ soit de la forme AKB, alors on aurait ça, et donc B égale A à la puissance J moins K, et donc B au carré égale E impliquerait que ça serait égal à E, donc que ça serait égal à E, donc que 2 vecteurs de J moins K serait un multiple de n, mais comme ça, et donc ça serait vrai aussi pour la valeur absolue, mais comme la valeur absolue va être entre 0 et n, parce que kj sont entre 0 et n-1, eh bien on en déduit que j moins k égale 0, donc j égale k. Donc les AJ ne sont pas des AKB. Donc finalement, là on a un élément distinct, là on a un n distinct, et ceux-là ne sont pas ceux-là, donc là-dedans on a déjà deux n éléments, donc cet ensemble a pour cardinal 2n. Montrons par récurrence sur k que b a puissance k est égal à a puissance n-k fois b, c'est vrai pour k égale 0, parce que ça donne b égale a puissance n qui vaut e, donc e fois b, et ça fait b. Voilà. Alors, remarquons d'ailleurs que ça, c'est déjà vrai dans Dn. Hein. Sigma x rond R1 à la puissance k est égal à R1 à la puissance n-k rond sigma x, parce qu'on l'avait déjà démontré avant. C'est-à-dire que c'était égal à R1-K rond sigma x, et donc ça fait ça. Vrai, alors donc j'ai dit que c'était vrai si k égale 0, supposons que ça soit vrai à l'ordre k, et donc j'ai ça, je multiplie par a des deux côtés, AB est d'ordre 2, AB est égal à E, donc là je décompose un peu celui-là, je le multiplie par a puissance moins 1 multiplié par a, et donc ça me donne ça, et donc ça me donne ça, et ça me donne ça. Comme AB, et ça, je change les parenthèses, oui, puisque ABA, ça fait AAB, ouais, ça fait AAB, je change les parenthèses, je vais avoir A carré qui vaut E, il va rester juste un seul B, donc ça sera égal à ça. Et donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, et donc par récurrence, elle est toujours vraie. Donc là, j'ai démontré que tous les B A puissance K sont des A puissance J B. Alors en fait, dans cet ensemble, il est engendré par A et B. Donc quand on compose les éléments, ça va être obtenu en faisant des multiplications entre des puissances de A et des puissances de B. Sauf que, en fait, les puissances de B, il n'y a que B et puis E, d'accord? Et si on fait dans les deux sens, c'est-à-dire si on fait des AKB ou des B A puissance 1K, ça revient au même de toute façon. Il y a que l'exposant qui va changer. Des AKB ou des B à la puissance K, c'est exactement pareil. Donc en fait, là, on a vu que
bien, on a tous les éléments de G dans cet ensemble. Voilà. Hein. Oui, alors j'ai rajouté que B carré AK, c'est égal à AK B2. C'est égal à AK, hein, car B2 est égal à 1, de toute façon. Hein. Donc les multiplications par B2 d'un côté ou de l'autre, ça ne sert à rien, de toute façon. Donc dans une suite de résultats, ce qui est important, c'est qu'il n'y aura pas de B carré, parce qu'il se supprime. Hein. Il n'y aura pas de AB à la puissance carré ou à la puissance paire, parce que ça se supprime. Et puis qu'on peut tout arranger pour avoir des A puissance K fois B, ou des A puissance K tout court. Donc on a vraiment tous les éléments, et donc l'ensemble est d'ordre 2n. Alors maintenant, on peut démontrer qu'il y a un isomorphisme entre les deux, en considérant f de dn vers g, qui est R1 puissance K associé à puissance K, et à R1 puissance K rond sigma x associe AKB pour K compris entre 0 et n-1. F est évidemment surjective, hein, puisque AK est égal à B R1 puissance K et AKB est égal à F de R1 puissance K rond sigma x. Et comme les deux ensembles, on sait, ont le même nombre d'éléments, qui est 2n, ils ont le même cardinal, ils sont finis de cardinal 2n, on a une application qui est surjective entre les deux, donc qui est bijective. Il ne reste plus qu'à démontrer que F est un morphisme et on aura un isomorphisme. Pour le morphisme de dn dans G, donc F, il faut vérifier ça. Quel que soit UV appartenant à dn. Donc il y a 4 cas en fait. U et V de cette forme-là, UV de cette forme-là, UV de cette forme-là, UV de cette forme-là. Dans le premier cas, F de U rond V va être égal à F de ça rond ça, c'est-à-dire R1 puissance K plus J, donc c'est égal à A à la puissance K plus J que je peux écrire AK à J, donc F de U, F de V. Dans le deuxième cas, c'est à peu près pareil, donc je peux l'écrire AK plus JB, donc ça fois ça, donc F de U, F de V. C'est un peu plus compliqué dans les deux autres. F de U rond V est égal à ça. Alors ça, je vais inverser ça en disant que c'est égal à ça. Et je mets ça et ça ensemble. Et donc, ça va me faire ça. Que je peux décomposer comme ça. Et ça, je dis, parce qu'on l'a déjà vu, c'est B à la puissance J. Donc, ça me fait A, K, B, A puissance J, F de U, F de V. Et dans le dernier cas, c'est pareil, ça, qui est égal, c'est même plus simple, parce que ça fait ça. Et donc, ça fait ça. Et ça, je peux l'écrire, puisque B au carré est égal à E, je peux l'écrire comme ça. Et donc, ça fait AKB, AJ, B. Et donc, ça fait F de U, F de V. C'est terminé. F est un morphisme, et comme c'est une bijection, c'est un isomorphisme de groupe. Étude de D2, j'ai E qui est égal à ça, j'ai la rotation R1, qui dans ce cas-là va être égale à la rotation de centre O et d'angle pi, et c'est l'unique rotation de D1. J'ai sigma x qui appartient à Dn aussi, Dn. Alors en fait, Dn ici, il faut écrire que c'est D2, hein. Ça ne sert à rien d'écrire que c'est Dn, hein. D'accord? Et puis, bon, tout simplement parce qu'elle fait ça. Hein. A0 est envoyé en A0 et A1 en A1. Attention, il n'y a pas qu'elle qui fait ça. Il y a l'identité aussi qui fera ça. Hein. R1 rond sigma x appartient donc à D2 par composition. Et R1 rond sigma x, comme R1, c'est la symétrie d'angle pi, non, c'est la rotation d'angle pi. Sigma x, c'est la symétrie par rapport à ça. À le composer des deux, ça va faire sigma y, la symétrie d'axe OY. Voilà. Et en composant par sigma x à droite, j'obtiens que R1 égale sigma y rond sigma x, et parce que sigma x au carré est égal à l'identité. Et puis aussi en composant à gauche par sigma y, qu'est-ce que je vais dire? Oui, c'est égal. Alors là, j'ai composé à droite, ça fait ça. Et c'est égal aussi à sigma x rond sigma y. Pourquoi? Parce que quand je compose la symétrie par rapport à ça avec la symétrie par rapport à ça, j'obtiens bien la symétrie centrale de centre O, c'est-à-dire la rotation d'angle pi. Donc c'est bon aussi. Voilà.
Si f appartient à D2 et si f est différent de l'identité, A0 est envoyé en A1 et A1 est envoyé en A0, mais de plus O qui est le milieu de AB est envoyé en haut. Hein. Donc f va être la rotation de centre O et d'angle pi, c'est-à-dire R1, ou bien f va être sigma y. On a donc D2 qui est égal à l'identité, sigma x, sigma y et R1. Et on a la table suivante qui provient de tout ce qui a été dit avant. Et d'où on voit que D2 est isomorphe au groupe de Klein, Z sur 2Z+, croix Z sur 2Z+, qui est un groupe d'ordre 4. En faisant, eh bien, sigma x a pour image la classe de 1, classe de 0, sigma y l'inverse, identité 0, 0, et R1, classe de 1, classe de 1.